Bonsoir à tous, bienvenue dans Analyse Hebdo. Comme chaque semaine, vous le savez, nous allons essayer de comprendre un peu plus les grands enjeux politiques et sociaux de la Guadeloupe et du reste du monde. Avec nous pour en parler, Georges Calixte, politologue et docteur en sciences politiques. Bonsoir Georges. Bonsoir Marius, bonsoir aux téléspectateurs d'Éclair TV. Merci surtout de nous être fidèles. Les élections dans les îles du Nord, la visite de Marine Le Pen ou encore les élections présidentielles face au Covid, autant de thèmes que vous avez analysés cette semaine, Georges. On voit ça ensemble dans un instant. Les élections territoriales du week-end dernier ont signé la fin du règne de Magras à Saint-Barthélemy. Xavier Lédé a remporté le scrutin. À Saint-Martin, le sortant Daniel Gibbs a dû céder son fauteuil de président au profit de l'alliance Louis Mussington-Valérie Damaso. Comment comprendre ce vote pour le changement dans les îles du Nord ? Alors, il convient de distinguer des causes différentes. La dynamique du changement à Saint-Barthélemy n'a pas été celle de Saint-Martin. Si l'on prend le cas de Saint-Barthélemy, il y avait ce qu'on appelle une tradition familiale de transmission du flambeau politique. Le maire, en tout cas l'avant-dernier maire, l'antépénéluptien Blanchard, était resté pendant plusieurs décennies. Bruno Magras était élu dès le premier tour, depuis toutes les élections et depuis 2007. Et il a donc tenté de transmettre le flambeau à un de ses cousins et cela n'a pas marché. Alors, essayons de comprendre pourquoi. Je pense qu'il faut analyser cette situation à travers la notion de socialisation politique. Dans des petits espaces comme Saint-Barthélemy, le non familial génère une logique de réseau très large. Et ce qui permet la stabilité et la transmission en termes d'héritage politique, c'est justement que ces réseaux restent stables. Or, que s'est-il passé au cours de ces dernières années à Saint-Barthélemy? C'est que la sociologie du corps électoral s'est considérablement modifiée, en particulier avec l'apport de personnes étrangères, en tout cas originaires de l'Hexagone ou de l'Europe, puisque je rappelle que les originaires des pays européens peuvent voter sur une liste complémentaire. Il y a donc une modification sociologique de cet électorat et bien sûr, la puissance des réseaux familiaux n'a pas pu tenir face à la diversité du corps électoral qui fonctionnait donc sur d'autres valeurs. Il s'en est donc suivi le fait que Loïc Magras, soutenu par Bruno Magras, a été battu, même si il faut reconnaître qu'il y a eu une stratégie intéressante menée parce que Xavier Lédé était en 3e position, mais il est natif de Saint-Barthélemy et la candidate en 2e position a fait alliance avec lui. Mais comme elle n'était pas de Saint-Barthélemy, elle a donc accepté qu'il soit tête de liste. Et c'est vrai qu'il s'agit là d'une dynamique visant à mettre l'identité Saint-Barth, en tout cas de Saint-Barthélemy, en avant. Et ça aboutit effectivement à ce que Loïc, en tout cas que Loïc Lédé soit élu. Et je crois qu'il y a eu 65 voix de différence entre les deux, parce que non seulement le corps électoral s'est très largement diversifié, mais par ailleurs la stratégie visant à mettre quelqu'un originaire de Saint-Barthélemy dans le cadre d'une alliance a été fructueuse. Donc ce changement, en tout cas, laisse augurer de toute façon une continuité, puisque les deux candidats, quels qu'ils soient, ne remettent en cause ni l'article 74, ni le fait que Saint-Barthélemy ait évolué vers le statut de pays, territoire d'outre-mer, de manière à avoir une plus grande autonomie par rapport aux taxes fiscales et douanières. Donc il s'agit, à mon avis, de nouveau management, mais qui ne remettra pas en cause la situation ni statutaire, ni du champ de compétences de Saint-Barthélemy. Et qu'en est-il de Saint-Martin? Alors comment expliquer ce changement? Saint-Martin est coutumière du fait en matière de changement. Regardez les élections en 2007, 2012, 2017, on constate que chaque fois, il y a eu une alternance. Autrement dit, aucune équipe n'a fait 2 mandats.
Alors, deux causes, me semble-t-il, peuvent l'expliquer. La première, c'est qu'il n'y a pas une vision du territoire suffisamment pertinente présentée par les élus pour inciter la population à pouvoir en tout cas donner du temps, laisser la même équipe pendant 10 ans. J'en veux pour preuve que pour une collectivité pourtant régie par l'article 74, on constate que le taux d'abstention a été de 52,2%. C'est important pour une élection de proximité aussi capitale. Et donc, il me semble qu'il y a à Saint-Martin, première cause, une problématique liée à une définition assez peu précise d'un projet de société. Donc, l'électorat de Saint-Martin cherche, en tout cas, fait des expériences d'alternance pour savoir où il doit stabiliser son jugement politique. Le deuxième élément, je reste persuadé que Saint-Martin a eu à gérer ces dernières années, quand même 3 phénomènes qui ne sont pas négligeables. Le premier, c'est l'ouragan Irma, dont la reconstruction continue. Le deuxième, c'est le plan de prévention des risques naturels. L'État a repris la main et n'a pas permis donc l'implantation d'équipements, voire même d'habitations, là où les Saint-Martinois avaient l'habitude d'occuper l'espace territorial. Et puis, il y a des problèmes budgétaires liés au fait que la gestion, me semble-t-il, de la fiscalité, puisque la gestion douanière est un petit peu différente, ils sont restés régions ultra-périphériques, mais la gestion de la fiscalité n'a pas donné forcément, en tout cas n'a pas tenu toutes les promesses qui étaient attendues de la part des Saint-Martinois. Donc on est dans une situation d'alliance. Cette alliance a permis donc à Louis Mussington de pouvoir aboutir. On verra s'il arrive à stabiliser, en tout cas à réconforter l'électorat de Saint-Martin, dans tous les cas de figure, à lui donner confiance pour que par la suite il puisse continuer dans le temps les initiatives qu'il aura pu prendre. Bien, je vous propose de passer au deuxième thème de la semaine. Vous avez suivi de près la visite express de Marine Le Pen en Guadeloupe. Votre analyse dans un instant. Georges Calixte, entre les grandes acclamations à son arrivée à l'aéroport et l'incident qui a opposé la candidate à un groupe de manifestants lors d'une interview sur la chaîne publique, comment comprendre cette opinion partagée en Guadeloupe au sujet de la candidate Marine Le Pen? Rappelez-vous que lorsque le père de Marine Le Pen en 2002 voulait se rendre à la Guadeloupe ou à la Martinique, il en avait été empêché et qu'il y avait, de surcroît, de nombreuses manifestations populaires. Il y avait plusieurs centaines de personnes qui, à l'appel d'organisation, s'étaient rendues dans les rues. En Martinique, la piste de l'aéroport avait été envahie et en Guadeloupe, c'est l'aéroport qui avait été cerné. Tout simplement. Donc, il n'y a pas pu y avoir cette visite. La différence avec Marine Le Pen, c'est qu'elle a été accueillie au son du Goka. J'ai constaté que sur les différents médias, beaucoup de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes s'affiche donc sur les télévisions à visage découvert en lui apportant son soutien. Et quand on voit le résultat des élections précédentes, on voit bien que le Rassemblement national connaît en Outre-mer des scores qui pourraient surprendre. Alors, en allant plus loin dans l'analyse, ce qui m'a surpris, c'est la différence entre les mouvements nationalistes et indépendantistes qui ont cherché à entraver une conférence de presse que Marine Le Pen devait tenir, et la population. Et il me semble-t-il qu'on retrouve ce même dissensus entre ces corps intermédiaires et la population. Il y a eu une mobilisation militante de la part de ces mouvements nationalistes ou indépendantistes, ils étaient quelques dizaines, alors même que la population n'a pas suivi dans le cadre d'un grand mouvement de protestation. Au contraire, elle s'est même exprimée à visage découvert. On est donc, si vous voulez, dans un prolongement et de schisme
entre les corps intermédiaires et l'opinion publique, que l'on a découvert en tout cas qui se perpétue par rapport à la mobilisation du collectif, mais ce schisme se retrouve également pour des raisons idéologiques, parce qu'en réalité la problématique liée au Rassemblement national est une problématique liée au système de valeurs et de la manière dont l'outre-mer est intégré dans ce système de valeurs. On constate que le mouvement nationaliste indépendantiste n'a pas été en mesure de pouvoir mobiliser la population par rapport à la venue de Marine Le Pen. Maintenant, je l'ai dit, rappelez-vous, sur les ondes d'Éclair TV, la liberté d'expression est garantie par la Constitution, qu'il y avait donc d'ailleurs, c'est parfaitement visible au niveau des micro-trottoirs ou des différents répondeurs, dans la très grande majorité, la population guadeloupéenne estime qu'il n'y avait aucune raison de s'opposer à ce que Marine Le Pen puisse s'exprimer, comme tous les mouvements, y compris les mouvements nationalistes ou indépendantistes, ont loisible, en tout cas il leur est loisible de pouvoir s'exprimer. Donc là, nous sommes sur un terrain constitutionnel. Constatons simplement qu'entre l'approche du mouvement indépendantiste et l'approche de l'opinion publique, il y a eu une divergence d'appréciation concernant Marine Le Pen. Maintenant, nous verrons comment les choses se traduiront dans les urnes. Bien, merci Georges. Je vous propose de passer au dernier thème de la semaine. Pourquoi les électeurs positifs à la Covid peuvent-ils aller voter? Votre réponse dans un instant. Georges Calixte, le chef des services des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon, Gilles Pialou, a estimé qu'1 million de Français pourraient être cas Covid entre les deux tours de ces élections présidentielles. Par conséquent, la tenue du vote pourrait avoir un impact sur l'incidence de l'épidémie. Pourquoi les électeurs positifs à la Covid peuvent-ils aller voter malgré ce risque de surcontamination? On peut envisager deux réponses à votre question. L'une liée à la légitimité politique, mais également l'autre liée au risque de l'incompréhension. Concernant la légitimité politique, il s'agit de l'élection présidentielle. Il y a l'expérience des régionales et départementales. Je vous signale que chez nous, près de 7 Guadeloupéens sur 10 n'ont pas été votés. Dans l'Hexagone, c'est 6 Français sur 10 qui n'ont pas été votés. Ça veut dire qu'il y a tout simplement un risque d'une très forte abstention. Alors, pourquoi permettre à ceux qui sont positifs à la Covid-19 d'aller voter? C'est parce que le président de la République est élu au suffrage universel direct. C'est l'élection qui engage le plus l'avenir de la nation et que cet engagement nécessite une crédibilité institutionnelle, mais également une forte légitimité politique, puisque je rappelle que c'est le gouvernement, à la demande du président de la République, qui établit les projets de loi, et on sait que les projets de loi constituent l'essentiel du travail parlementaire, et ces projets de loi ont pour rôle de faire passer dans le droit les objectifs et les grands axes que le président de la République veut, en tout cas pour l'avenir de la nation. Imaginez-vous qu'un président de la République soit élu avec peut-être 40% de participation, se poserait tout simplement le problème de sa légitimité, mais également de sa crédibilité constitutionnelle. Premier élément. Le deuxième élément, il y a un risque concernant l'abstention. Et ce risque, c'est tout simplement l'incompréhension d'un certain nombre d'électeurs qui ne comprendront pas les restrictions qui sont intervenues. Rappelez-vous qu'au niveau des municipales, pour éviter justement la fréquentation des bureaux de vote par les personnes atteintes de la Covid-19, il y avait la possibilité pour chacun d'avoir 2 procurations. Or, pour les présidentielles, il y a possibilité de voter quand bien même on est positif à la Covid-19. Donc, il risque d'y avoir une forme d'incompréhension et la crainte qui peut se manifester se situe surtout au niveau donc l'abstention, avoir l'effet inverse de ce qui est espéré, en tout cas que j'ai développé dans le premièrement, et par conséquent, il nous faudra attendre. Il n'empêche que pour l'instant, cette campagne présidentielle est quelque peu perturbée par la guerre en Ukraine,
que les développements programmatiques, c'est maintenant qu'on commence à entrevoir ces développements, alors même qu'ils ne sont pas forcément tous chiffrés. Certains candidats les ont chiffrés, sans préciser les modalités en tout cas de recettes qui permettront d'assumer les dépenses. C'est maintenant en réalité qu'on note dans la campagne électorale et par conséquent, il faut voir quelle incidence cela peut avoir. En tout cas, il est nécessaire que le maximum de personnes votent pour la légitimité du président de la République et sa crédibilité constitutionnelle. Il est en même temps à craindre qu'il puisse y avoir une certaine incompréhension de cette autorisation après autant de restrictions, des restrictions qui touchaient d'ailleurs notre quotidien au jour le jour. Donc, nous sommes maintenant à la fin de l'état d'urgence sanitaire, sauf pour les hôpitaux, ce qui veut dire que le problème de nos soignants suspendus ou de nos personnels aides-soignants suspendus reste toujours d'actualité. Il n'empêche que nous verrons le 10 avril avec la douzaine de candidats qui font partie en tout cas des postulants, nous verrons quelles en seront les conséquences sur l'abstention. Parfait. Merci Georges pour votre analyse. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro d'Analyse Hebdo. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Éclair TV.